Imaginez-vous que tout ce que vous ayez déjà écrit à quelqu'un soit retracé, sauvegardé, analysé. Imaginez-vous que lorsque votre ordinateur est ouvert, on vous observe à travers votre webcam, alors que vous n'êtes même pas sur votre ordinateur. Qui que vous soyez, vous êtes à la merci d'un observateur. C'est ce qu'Edward Snowden a voulu dénoncer au prix de sa liberté. Edward Snowden, je vais l'appeler Ed, je suis pas intime mais on va faire comme si, provient d'une famille qui ont tous de grands jobs. Son père, Léonie, est un ancien officier de la garde côtière des États-Unis. Sa mère, Wendy, travaille à la Cour fédérale du district de Maryland, là où elle est originaire. Et sa sœur est avocate. Edward est un génie. Il a de très grandes facilités en informatique. C'est pas pour rien qu'il est devenu informaticien. Il a toujours été reconnu comme étant très patriote. Il aime les choses droites et justes. Il aime les choses bien faites. Son père dira de lui qu'il est un homme attentionné et sensible. Malheureusement, son travail l'a rendu méfiant, stressé, très tendu en fait, voire quasiment parano. Il n'a plus confiance en personne. Edward est aussi épileptique. L'épilepsie provient en général après un choc émotionnel. Je pense qu'avec tout ce qu'il voit dans son métier, avec tout ce qu'il a vu en tout cas, ça peut se comprendre qu'il fasse des crises d'épilepsie. Et, détail important, il a une bonne connaissance du mandarin. En mai 2004, il a 21 ans quand il s'engage dans l'armée en tant que recrue des forces spéciales. Il tenait à combattre pendant la guerre d'Irak, malheureusement ça n'a pas pu se faire. C'était important pour lui, mais malheureusement il s'est brisé les deux jambes pendant un entraînement et il a dû être réformé. Ça l'a rendu un peu triste parce qu'il avait une volonté très forte de servir son pays, c'était important pour lui. Il voulait contribuer au rayonnement de son pays dans le monde, si ça c'est pas une phrase de patriote. C'est la raison pour laquelle il a voulu intégrer la CIA. Nous sommes le 3 juin 2013. Il a donné rendez-vous à deux journalistes en qui il avait vraiment confiance. Il les avait choisis, ces deux journalistes-là. Laura Poitras est américaine, mais elle a un nom français, fait que je le prononce à la française. I started receiving anonymous emails from a mysterious person who I didn't know who he was and I didn't know where he worked and who was making claims that were quite shocking. And so, yeah, I was pulled into that. And then I also had a strong sense that if he turned out to be a legitimate source, that he was taking enormous personal risk. Et Glenn Greenwald, qui travaille au journal The Guardian. Il ne donnait pas son nom, il disait de façon énigmatique et très vague qu'il avait des informations dont il voulait discuter avec moi, mais à la condition expresse que j'installe un système de cryptage. Il leur a donné rendez-vous au centre commercial en face de l'hôtel Mira à Hong Kong pour leur divulguer des milliers de documents confidentiels appartenant à la NSA. Il sait que cette action-là pourrait lui valoir des dizaines d'années de prison s'il se faisait prendre. Il le savait, il s'y attendait. Il était aussi conscient que les deux journalistes qui étaient maintenant impliqués dans son histoire seraient en danger un petit peu à cause de lui, puisque les agences de renseignement seraient prêtes à les tuer si elles pensent que ça peut éviter les révélations. Ces journalistes américains ne savaient même pas ce qui les attendait à Hong Kong. Ils ne savaient même pas qui ils allaient rencontrer à ce rendez-vous secret et pourquoi cette personne leur avait donné rendez-vous tout simplement. Tout ce qu'ils savaient, c'est que cet homme les attendrait avec un Rubik's Cube à la main comme signe distinctif. Alors Ed les amène à sa chambre d'hôtel. Il est assez nerveux, ça se comprend. Ce jour-là, il a pris de gros risques. Je pense qu'il a pesé le pour et le contre pendant un bon moment. Il prend les oreillers présents dans sa chambre et il les place en bas de la porte de sa chambre pour ce qui va se dire s'entendre moins de l'extérieur si tu passes dans le couloir à côté de la chambre. Snowden considérait qu'il se passait des choses graves au sein de son gouvernement et que les gens avaient le droit de savoir ce qui se passait. Il trouvait qu'il y avait de plus en plus de décisions hors la loi qui étaient prises et comme c'était un homme droit, c'est quelque chose qui le dérangeait beaucoup. Donc c'était pas du tout une question d'argent, il voulait pas se faire d'argent avec toutes ces révélations-là. De toute façon, il en manquait pas vraiment. Alors qu'est-ce que contenaient ces fameux documents? Tout d'abord, une preuve de surveillance nationale et mondiale, notamment grâce à un logiciel qui permet de tout, je viens de postillonner là, tout savoir sur n'importe qui, pouvoir observer les gens à leur insu via leur webcam. Quand l'ordinateur n'est pas fermé mais ouvert, même si vous n'êtes pas dessus, qu'il est juste en veille, la webcam travaille puis tu le sais pas. La NSA aurait aussi placé sous surveillance tous les téléphones portables du monde entier. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils enquêtent sur une personne,
Ils enquêtent aussi sur toutes les personnes avec qui elle est en contact, ainsi que bien sûr tous les contacts de ses contacts. Fait imaginez-vous le nombre de personnes que ça peut impliquer, ça représente un nombre énorme, et parfois ils s'éloignent complètement de leur cible première en fait. Ed racontait qu'en 2007, le Japon a été mis sous écoute contre la volonté de leur gouvernement, qui eux trouvaient que ça allait justement un petit peu trop loin. Ils ont glissé des malwares, donc des logiciels espions malveillants, dans des ordinateurs gouvernementaux, dans des infrastructures, des réseaux électriques, etc., un petit peu partout, en pensant que si un jour le Japon n'était plus un pays allié aux États-Unis, ben ils coupent tout. Ils coupent l'électricité. Puis ils ont fait ça avec plein de pays, le Mexique, la Russie, la Chine, l'Allemagne, le Brésil, la France aussi j'imagine, l'Autriche, bref, la liste est longue malheureusement. Ils analysaient tout dans le but de donner aux États-Unis des avantages dans les négociations G8 par exemple, ou bien ils gardaient ces informations dans le but de faire pression sur des entreprises, des compagnies, etc. Ils parlaient également d'un logiciel qui fournit en temps réel des données qui aident les pilotes de drones américains à tirer sur des présumés terroristes, par exemple au Moyen-Orient pendant les guerres et tout ça. Mais comme c'est un logiciel un petit peu approximatif, ça arrivait bien souvent qu'ils voyaient des gens se faire tirer sans être sûrs que, bien sûr, ils étaient terroristes ou qu'ils avaient quelque chose à se reprocher. Donc il y avait aussi des documents sur la violation de la Constitution, des décrets présidentiels, donc tous des gros dossiers importants que la NSA ne voulait pas vraiment qu'il soit divulgué. Snowden disait qu'il prenait le terrorisme comme étant un prétexte pour agir comme il le faisait, mais que leur réel enjeu était la domination économique et le contrôle social. Donc le gouvernement n'agit absolument pas pour protéger le peuple du terrorisme, mais pour se protéger eux-mêmes. Est-ce que je vous apprends quelque chose en vous disant ça? Snowden comprend très vite que tous les coups sont permis et qu'il n'y a aucune limite pour arriver à ses fins à la CIA. D'après lui, il n'y a rien qui justifie de passer au peigne fin la vie de millions de personnes comme ça, sans leur consentement, ça n'a pas de bon sens. Alors il décide de démissionner de la CIA en 2009. Question d'éthique, de morale. Il est engagé chez Dell, une entreprise américaine qui gère le système d'information de nombreuses agences gouvernementales. Il a aussi travaillé pour la NSA. En gros, il est toujours resté dans le domaine du renseignement. Quand Obama a été élu, il avait vraiment l'espoir que lui fasse changer les choses comme il le promettait. Mais bien sûr, c'est pas ce qui est arrivé. Monsieur le Président, pouvez-vous réagir à l'article qui dévoile le programme secret de surveillance des téléphones et de l'Internet? Et pouvez-vous également assurer les Américains que votre administration n'accumule pas une gigantesque base de données secrètes contenant tous leurs renseignements personnels? Bon. Ce que fait la communauté du renseignement, c'est de regarder les numéros de téléphone et la durée des appels. Ils ne regardent pas le nom des gens, pas plus que le contenu des appels. Maintenant, en ce qui concerne l'Internet et les courriels, rien de cela ne vise les citoyens américains ou toute personne vivant en sol américain. Dans l'absolu, vous pourriez toujours vous plaindre de Big Brother et craindre que ce programme dérape. Mais pas si on l'examine soigneusement. À Hong Kong, ils étaient assis sur le lit et écoutaient le président sur CNN. Ils ne regardent pas le nom des gens, pas plus que le contenu des appels. Obama disait que la NSA n'écoutait pas les appels téléphoniques ou ne lisait pas les courriels des Américains, ce qui était totalement faux. Nous avions en main des documents qui prouvaient que ce que prétendait le président était faux. Rien qu'à voir combien son ton était désinvolte et condescendant, il était évident qu'il n'avait à ce moment-là aucune idée de l'ampleur de l'impact à venir. Après avoir récupéré les documents très confidentiels, les journalistes ont publié leurs articles sans mentionner Snowden. Mais ça n'a pas été très long pour qu'il se fasse prendre, puisqu'il est inculpé le 21 juin 2013, jour de son anniversaire, pour accusation d'espionnage, vol et utilisation illégale de biens gouvernementaux,
Après des révélations comme ça, il savait très bien que sa vie allait être en danger, il s'attendait à mourir à n'importe quel instant. D'ailleurs, les journalistes qui lui ont rendu visite pendant 3 jours, donc du 3 juin au 6 juin, il pensait chaque jour arriver dans sa chambre et qu'il serait plus là, tu sais. Son avocat, Robert Thibault, un Québécois, l'a vraiment aidé à se cacher au lendemain des révélations. Le 10 juin, il l'a donc amené dans un quartier très pauvre de Hong Kong, Lai Chi Kok, je le dis sûrement très très bien. Et il est resté chez des réfugiés sri-lankais dans un appartement délabré de 15 mètres carrés. Et ces réfugiés, ils l'ont jamais trahi, ils l'ont protégé du mieux qu'ils ont pu. Puis ils ont été d'ailleurs très accueillants malgré leur situation très précaire. Pendant ce temps-là, l'avocat de Snowden et lui-même ont commencé à planifier ensemble son évasion de Hong Kong. Le 23 juin 2013, Snowden fuit la Chine. Il s'en va à Moscou, en Russie. Il obtiendra, après plusieurs déboires, je vous passe les détails de tout ça, de toute façon vous pourrez trouver ça sur internet, il y a des documents. Il aura un droit de résidence pour 3 ans qui sera prolongé jusqu'en 2020. Donc présentement, il serait encore en Russie à Moscou. La question est que depuis toute cette histoire, on est moins espionné par les États-Unis? Il paraîtrait que oui, puisque en juin 2015, une partie du Patriot Act, qui est la loi pour renforcer les États-Unis en fournissant les outils appropriés pour déceler et contrer le terrorisme, donc c'est la loi qui permet le stockage de données de millions de citoyens américains, elle aurait été remplacée par le Freedom Act, qui est supposé limiter les récoltes d'informations. Mais bon, il y a d'autres programmes de la NSA qui permettent toujours d'espionner les gens. Ça avance doucement dans cette affaire-là, mais d'après moi, j'ai l'impression que ça n'avancera pas tant que ça plus, malheureusement. Ils trouveront toujours des filons pour arriver à leur fin. Alors, Ed a développé une application pour téléphone d'anti-espionnage, Haven, qui détecte toute intrusion physique à proximité de ton téléphone pendant ton absence. En cas de détection un petit peu suspecte, l'application peut t'envoyer à distance un message via une messagerie sécurisée. Donc je suis allée checker l'application dans mon téléphone, je ne l'ai pas téléchargée, je suis pas encore rendue là. Peut-être que je vais y réfléchir, je sais pas. Pas non plus être trop parano. Dernièrement, on a beaucoup entendu parler de Facebook et d'utilisation illégale de données de 50 millions d'utilisateurs Facebook par une société pro-Trump. Snowden, lui, pense que Facebook est une société de surveillance déguisée en réseau social. Il a écrit le 17 mars sur Twitter « Facebook gagne de l'argent en exploitant et en vendant des détails intimes sur la vie privée de millions de personnes, bien au-delà des rares détails que vous publiez volontairement. » Et il aurait aussi écrit « Les entreprises qui gagnent de l'argent en collectant et en vendant des dossiers détaillés de vie privée étaient autrefois décrites comme des sociétés de surveillance. Leur repositionnement en tant que médias sociaux est la tromperie la plus réussie depuis que le département de la guerre des États-Unis est devenu le ministère de la Défense. » Alors, est-ce que Snowden a rendu service au monde entier en débloquant quelque chose ou est-ce qu'il est simplement un traître qui a trahi son pays, qu'il aimait tant et qu'il voulait tant valoriser? Je vous laisse avec ça. Attention à ce que vous faites proche ou sur votre ordinateur ou sur votre téléphone.